Un nouveau fléau s'abat sur Terre, les amis, un dysfonctionnement de la critique, plus communément appelé la critique précoce. Ceux qui voient une couverture, un synopsis, une photo de tournage ou même une bande-annonce et qui sentent à quelque chose monter en eux, on l'a vu avec le dernier trailer de Morbius dont on va parler. Je sens que ça monte. Oh, c'est de la merde ce film! Oups, j'ai critiqué. Il y a aussi eu les photos de tournage de Robert Pattinson en quelqu'un qui ressemble à Bruce Wayne, puisque ce sont des anciennes photos de tournage, mais je sens que ça vient. C'est le meilleur Batman qui existe! J'ai critiqué tout partout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, mieux vaut attendre le générique de fin ou bien la dernière page pour critiquer, c'est le bon moment, hein, ou alors se retirer avant en disant que la relation avec l'œuvre ne nous intéresse pas assez pour poursuivre. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le 227e JT Comics, et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. CBDC. Quand je vous dis que les comics c'est avant tout un business, DC s'associe avec Visa pour sortir une série de cartes bleues qui ferait presque flancher mon mental que j'aime pourtant à croire d'acier si c'était disponible en France. Et oui, après la carte Silver Gold Mastercard, et bien la carte Kryptonite avec des illustrations, j'aime beaucoup celle de John Byrne, du Superman, ou alors des logos en toute sobriété, celle de Batman est complètement magnifique, digne des milliards de Bruce Wayne. Alors c'est la fiscalité américaine, mais aux États-Unis ça sera à la fois une carte bleue, une espèce de carte de fidélité avec avantage, avec des points sur des achats, divers achats de produits de chez DC Comics, donc DC Universe, des places de ciné Warner et compagnie. Je ne sais pas si ça comptera pour l'achat de ce tout nouveau buste Sideshow en grandeur nature du Joker qui mérite lui tous les Oscars du monde, mais en attendant elle servira comme toutes les autres cartes bleues, à dépenser son fric. Alors il y aura un petit syndrome de Stockholm, un petit syndrome d'attachement supplémentaire. L'absurde Morbius. Cette semaine, on a eu droit à toute une flopée de teasers, de bandes-annonces, de Lock and Key jusqu'à Black Widow en passant par Birds of Prey qui dévoile un petit peu plus de son intrigue ou encore le très appétissant Bloodshot. Mais le trailer de la semaine, c'est clairement celui de Morbius pour moi, dans lequel on peut déjà sentir une part de ridicule assumée, une petite ressemblance sur la forme, mais quelques différences sur le fond par rapport aux comics, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, mais aussi une ouverture, vous allez voir, puisque tout de suite c'est une petite analyse. Dans le comics, Morbius apparaît dans Amazing Spider-Man numéro 101 en 1971. Un Spider-Man est assez mal en point puisqu'il s'est fait pousser 4 bras supplémentaires, et c'est Roy Thomas qui invente le personnage alors qu'il succède tout juste à Stan Lee sur le titre, qu'il admire, donc c'est pas étonnant si vous voulez de retrouver dans les comics de Spider-Man une forme pour le personnage de Morbius de tourment existentiel, d'angoisse qu'on ne retrouve pas forcément dans le trailer du moins. Pour citer la traduction de Geneviève Coulon, on le voit dire les cris de mes victimes ne cessent de retentir dans ma tête comme des plaintes d'âme en peine. Ces hurlements d'angoisse me parviennent jusqu'au grand jour tel le cœur d'accusation des damnés. Si seulement la nuit pouvait durer toujours. C'est impossible, hélas. Un prix Nobel le type quand même. Morbius devra toujours se cacher du soleil qui sape ses forces et sa volonté. Cette cave condamnée fera tout à fait mon affaire, oui. À merveille. Peut-être les souvenirs ne viendront-ils pas me harceler jusqu'ici. Ici peut-être ne ferais-je pas de rêve. Prends ça dans ta gueule, j'arrête des taux. Dans la bande-annonce, ça semble être les itérations plus récentes du personnage, qui a embrassé tout à fait son aspect horrifique, et aucune trace non plus de ses origines grecques. Il n'a pas d'accent, mais après tout vous allez me dire que sa sexualité ne nous regarde absolument pas. Sinon tout est presque là, une origin story à base d'expérience, d'électricité, de chauve-souris plus ou moins vampire, sauf que Sony va clairement se réfugier du côté du ridicule, de l'absurde assumé, puisque l'expérience se passe à l'entrée d'une cave où on installe un système qui a l'air complexe et on fait venir les chauves-souris à Morbius. Tu m'étonnes que ça foire, et puisque dans le comics déjà c'était fait en laboratoire dans des conditions plus saines et ils avaient tout simplement capturé les chauves-souris. Bon, dans le comics c'est un prix Nobel. Donc là c'est pas très étonnant que ça parte en couille pâle, mais après tout pourquoi pas. Au niveau des personnages, Matt Smith incarne Crown ou alors Hunger dans le comics, un ancien criminel ayant subi le même processus scientifique que Morbius, sauf que lui il a clairement déjà le petit côté taré comme il faut et un esprit de compétition qui t'allait s'enrôler chez l'Hydra. Là il se pourrait que le personnage soit mélangé avec celui d'Emile Nikos dans le comics, qui est donc le meilleur ami de Morbius, avec lequel il partait faire les 400 coups et puis qu'il a fini par tuer dans son premier
excès de folie vampirique. Au final, c'est un schéma d'antagonisme assez classique, hein. On notera quand même que l'exubérance de Hunter a été un petit peu revue à la baisse, hein. Il n'y a pas de queue de cheval, enfin rien d'apparent en tout cas. On retrouve aussi Martin Bancroft, hein, qui dans le comics c'est la fiancée de Morbius, mais également celle qui l'aide à développer un remède contre son métabolisme très fragile, hein. C'est le cœur du problème. On retrouve aussi l'agent Simon Stroud, donc ex de la CIA et puis devenu agent du Shield, hein, qui a traqué notamment Morbius, mais aussi Man-Wolf, hein, donc le loup-garou, ce qui nous mène à nous interroger sur les liens entre le film et le Marvel Universe, voire même le Marvel Cinematic Universe. Deux petits chocs, vous avez dû le voir partout. À un moment, Morbius marche devant un poster de Spider-Man, et j'aimerais savoir comment est-ce qu'à Sony on a choisi ce poster, puisqu'il s'agit d'une photo du jeu Spider-Man d'Insomniac Game, mais avec le skin du Spider-Man de Sam Raimi. C'est assez chelou. On peut voir l'inscription meurtrier sur le poster, hein, qui semble tout à fait faire référence à la fin de Far From Home, et donc les révélations propagées notamment par J. Jonah Jameson. D'ailleurs, l'acteur était censé faire un caméo dans Morbius, peut-être, hein, et ça serait tout à fait cohérent puisque son fils est le fameux loup-garou Man-Wolf, hein, et donc il appartient tout à fait à cet univers un petit peu monstrueux. En attendant, la certitude c'est que l'on verra plusieurs vilains du Spider-Verse, hein, donc dans ce film, puisque la grosse révélation de fin, hein, c'est que l'on voit débarquer le vautour, hein, Michael Keaton, à moins qu'il ait casté juste pour faire un agent d'entretien, et là ça serait complètement chelou. En attendant, moi j'ai immédiatement pensé Sinister Six, hein, qui pourrait donc avoir une toute autre gueule que ceux d'origine dans les comics. Là il y aurait quand même le vautour, hein, et puis Venom et Morbius, et puis trois autres, hein, je vous laisse spéculer. Sinon on voit quand même un personnage au look tout à fait proche de celui des comics, et il faut remercier, hein, les équipes de post-production d'effets spéciaux, puisque si vous étiez par exemple à la conférence de Roy Thomas à la Comic Con Paris, eh bien vous savez que même les canines sont rajoutées en post-production. Ces pouvoirs sont aussi plutôt bien rendus, hein, dont l'éco-localisation ou alors le déplacement qui rappelle quand même, hein, celui de Diablo dans X-Men. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer et quel est du coup votre niveau d'attente pour ce film. Rumeur. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, la fameuse nouvelle chronologie de chez DC Comics dans laquelle Wonder Woman serait la toute première super-héroïne qui aurait commencé à officier pendant la Première Guerre mondiale, exactement comme dans le dernier film. Une nouvelle chronologie dans laquelle de nouveaux super-héros plus jeunes viendraient succéder, hein, aux super-héros d'antan, c'est la fameuse 5G. Et bien les rumeurs disaient que cette nouvelle chronologie serait dévoilée pendant le premier trimestre de l'année 2020, ce que l'un des grands patrons de chez DC Comics, Dan Didio, a plus ou moins confirmé en disant qu'il comptait s'appuyer sur les numéros 750, qu'elle allait reprendre une toute nouvelle numérotation. C'est pas juste un coup de pub, hein. Il dit que ça va continuer avec ce qu'on appelle la renumérotation Legacy, héritage, et ça va commencer avec le Wonder Woman numéro 750 et avec une histoire, hein, dessinée par Brian Hitch et scénarisée par Scott Snyder, dans lequel on verrait un petit peu comment cette nouvelle chronologie se mettrait en place. Et il vaut mieux l'écouter, hein, puisqu'il dit qu'il y a beaucoup de semi-vérités et de désinformations qui circulent à propos de leur projet. En même temps, ils l'ont lâché un petit peu tôt pour avoir du retour, hein. Ça a créé clairement un petit bad buzz, hein, et donc ils ont fait des ajustements depuis, donc c'est clairement pas ce qu'ils avaient en tête au début, donc les rumeurs sont peut-être fausses. Le tout mènerait à un gros event catalyseur dans le style Convergence, et peut-être que la suite de Batman Metal aurait un rôle à jouer là-dedans. Ça s'appellerait Death Metal, hein, preuve que Scott Snyder et Greg Capullo ont gagné, hein, face à DC qui est plus musique classique que musique rock, hein. La rumeur disait aussi, hein, qu'ils détestaient donc cette affiche dans laquelle on peut clairement voir que les héros forment les cornes, hein, les cornes del Diablo. C'est putain d'enfant de cœur, quoi. Best of 2020, c'est l'occasion de faire un bilan, hein, sur les ventes de l'année 2019, hein, des comics aussi bien en VO qu'en VF. En VO, c'est le principal distributeur de comics qui s'appelle Diamond qui publie ses chiffres, hein, tous les mois. Donc ils ont fait une petite compilation. Alors il faut savoir quand même que ces chiffres n'incluent pas évidemment les autres revendeurs, hein, notamment les revendeurs internet comme Amazon qui ont quand même grappillé pas mal de parts de marché, et aussi, hein, qu'aux États-Unis, les marchands n'ont pas le droit forcément de retourner tous les invendus. Donc on a juste les chiffres des commandes, hein, qui ont été payées, mais pas forcément de tout ce qui a été lu, et donc il est possible que dans ces chiffres soient inclus des stocks, hein, qui pourrissent dans une cave, un petit peu comme les affaires et les enfants de Marc Dutroux. Marvel est devant avec environ 10% de parts de marché en plus que DC, qui est bon second, et le troisième c'est Image
comics et les comics en single issue qui se sont le plus vendus, c'est Detective Comics numéro 1000, hein, le grand gagnant de l'année 2019, et puis un semi-indé si on veut, hein, le Spawn numéro 300, l'anniversaire, hein, et puis le X-Men numéro 1 à la 3e place du podium, hein, les numéros 1 qui ont d'ailleurs tout à fait la cote, puisqu'on retrouve Black Cat, Deceased, Absolute Carnage, Oxpox, hein, donc House of X, Powers of X et War of the Realms, ainsi que le comics Marvel Comics numéro 1000, hein, deux numéros qui ont tout à fait la cote. En termes de romans graphiques, hein, ou alors tout simplement de comics reliés, celui qui s'est le mieux vendu en 2019, c'est complètement fou, c'est Watchmen. Moi je trouve ça complètement dingue, hein, en sachant que The Killing Joke est 9e du classement, c'est le Alan Moore Power. En deuxième, il y a le premier tome de Saga, puis celui d'Umbrella Academy, celui de Monstrous, Mister Miracle aussi, hein, comme quoi c'est une bonne année pour les comics qui sont tirés par les adaptations télévisuelles. En France, c'est Comics Blog qui a probablement eu accès aux chiffres JFK, donc les chiffres de vente des libraires qui sont relativement fiables, hein, il n'y a pas de trou, hein, et donc on découvre sans surprise que c'est Delcourt qui remporte 6 places sur 10 dans ce classement où les soft covers de Panini ont été volontairement ignorés, et on sait qu'ils dominaient clairement le classement, et donc les deux Walking Dead, le 31 et le 32, ainsi que le Umbrella Academy, a donc aussi une bonne année, hein, ciné-série. Urban peut remercier Batman puisque c'est le Damned qui se classe 4e, et Panini arrive 5e avec la BD officielle de Minecraft. Et oui, hein, en termes d'indé, on retrouve The Magic Order en 10e position, Hate Fairyland, le tome 4, en 15e position, et Grass Kings, hein, de Tyler Jenkins et de Matt Kindt en 30e position, comme quoi, hein, quand les libraires lisent et conseillent, ça fonctionne. Et pour rester dans l'édition, hein, l'entreprise italienne Panini Comics a récupéré en Italie les droits d'exploitation du catalogue de DC Comics, donc ils vont gérer les deux éditeurs, un petit peu comme c'était le cas en France avant 2012. Lisez, lisez et lisez, hein, et le chef-d'œuvre VF de ce début d'année, c'est chez Delcourt, ça s'appelle L'autre Terre, The Wrong Earth. En VO, c'est chez Hoy Comics, c'est par Tom Payer et Jamal Eagle, et donc il y a un petit tie-in, hein, par Juan Castro et Andy Troy à la fin. Je vous en avais déjà parlé quand je l'avais lu en VO, hein, mais en gros c'est l'histoire de deux super-héros de dimensions parallèles qui vont inverser leur dimension, sauf que l'un est tout naïf, l'autre est beaucoup plus désabusé, beaucoup plus aigri, hein. Si on fonce dans l'aspect métatextuel, hein, en gros ça serait qu'est-ce qu'il se passerait si on plaçait le Batman, hein, de la série de 1966 dans l'univers du Dark Knight Returns, voire même pire, hein, de Frank Miller, et vice versa surtout, dans des univers dont il ne maîtrise pas les codes. Sauf que c'est plus qu'un simple récit métatextuel qu'on lit pour la prouesse et qu'on oublie, hein, non, c'est clairement dans la veine des Black Hammer, hein, ce sont des récits qui sont maîtrisés, qui valent aussi tout à fait à leur degré premier. C'est une pure histoire et on prend grand plaisir à la lire, hein, d'autant que la traduction est de Monsieur Alex Nikolavitch, donc c'est gage de qualité. J'espère vraiment que ça va trouver son lectorat en France, et de toute façon ça je vous en reparle très prochainement puisque j'ai l'honneur d'être invité dans l'émission de Waffle, hein, donc de mon ami Alexandre Sauzet, donc c'est de ça dont je vais lui parler et vous parler. J'ai profité de la réédition de Marvels, hein, pour le relire. Alors je l'avoue, je l'ai relu en édition absolue, hein, parce que c'est un format que je préfère, mais j'ai profité de cette réédition pour lire l'épilogue, donc de 15 pages qui n'est que dans celui-là puisqu'il est sorti en 2019, et on prend toujours un plaisir fou à suivre, hein, la montée de l'âge super-héroïque vu à travers les yeux, hein, ou l'œil de Phil Sheldon, donc qui est un reporter, hein, donc ça c'est un métier emblématique dans les comic books, hein, de Lois Lane à Spider Jérusalem, le plus grand d'entre eux. On m'a demandé si ça valait vraiment le coup de le prendre juste pour l'épilogue. Si vous êtes fan de Marvel, je dirais que oui, hein, puisque cet épilogue est super bien exécuté, c'est rien de ultra révolutionnaire, mais en tout cas ça nous replonge avec un grand plaisir, hein, ça prolonge un tout petit peu le plaisir d'être dans cet univers là. J'ai aussi lu pour la première fois, hein, le Stan Lee Rencontre, donc qui est une collection de 5 one-shots qui sont en partie écrits par Stan Lee et d'autres auteurs, et en 2014 c'était assez rare d'avoir des nouveaux scripts de Stan Lee, et donc là en gros à peu près un an après sa mort, c'est un bel hommage. Donc il rencontre 5 de ses créations, Spider-Man, Fatalis, le Doctor Strange, le Silver Surfer ainsi que Ben Grimm. Si vous n'êtes pas fan de Stan Lee, de l'univers Marvel en général, évidemment passez votre chemin, mais si vous êtes fan, c'est des récits qui sont très intéressants, tout à fait loufoques, hein. Ne cherchez pas dans les récits Stan Lee une quelconque profondeur, il s'amuse énormément mais sans trop d'enjeux. En revanche, les récits des autres auteurs, hein, moi ma pépite clairement là-dedans, c'est le récit de Paul Jenkins et de Mark Buckingham, parce que le gros point fort de ce livre
livre aussi, c'est qu'il est plein de bons dessinateurs. Il y a du Olivier Coipel, il y a du Alan Davis, du Buckingham, je vous l'ai dit, du Ed McGuinness et aussi du Lee Weeks, qui fait une chose de toute beauté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, il y a quelques manques de respect pour les personnages qui m'ont fait complètement délirer, notamment la façon dont Joss Whedon traite Gwen Stacy, ça m'a fait beaucoup rire. Pour le côté sérieux, il y a aussi la fiche encyclopédique de Stan Lee dans Marvel Spotlight, ainsi qu'une interview où il revient sur sa carrière, et c'est toujours intéressant de lire quand même cette légende du comic book. Voilà, c'est la fin de ce JT. Un grand merci à vous de l'avoir regardé, un grand merci à ceux qui le partagent, ça fait toujours plaisir, à ceux qui mettent des pouces bleus, qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook, qui Instagram. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous. Là, j'ai un petit peu de retard sur les 2 JT précédents, mais ça va se tasser. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, c'est là aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo tous les mardis, et sur Discord où je passe un petit peu. Des fois, on se fait des chats en vocal avec les gens qui y sont. Vous êtes plus presque 500 dessus, donc c'est assez cool. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah non, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a frotté les 2 rétines avec un prépuce humide là. J'ai cliqué sur l'image de Maître Yoda réimaginée avec de la peau humaine, et on dirait clairement le fruit de l'accouplement entre une tub et des testicules. C'est très scabreux là.